Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, le chef économiste d'Allianz. Bonjour Ludovic. Ah, je ne l'entends pas. Le son, c'est mieux. Bonjour David. Voilà. Comment il va? Ça va, ça va, ça va. Bon, Une rentrée chaude. oui, largement. Chaude aussi d'ailleurs sur le cours du pétrole. Et c'est justement, ça c'est un point, pour moi c'est un peu une bizarrerie. Alors ça qu'il y a une info qui est tombée hier, l'Arabie Saoudite nous dit vouloir continuer à réduire sa production de pétrole pendant 3 mois de plus jusqu'à la fin de l'année ou un peu plus je crois. Résultat, on a un Brent qui tutoie les 90 dollars. On se dit que c'est pas de très bon augure alors qu'on a une inflation, notamment en zone euro, qui a du mal quand même à refluer au-delà des niveaux de quoi, on est à 4,5, c'est ça? Oui, et puis surtout, on a une récession, enfin, on n'a En pas de plus, croissance en zone euro. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette augmentation du prix du pétrole. Alors, on s'attend à ce que le prix du pétrole ne revienne pas au niveau d'avant la crise ukrainienne, parce qu'il manque 10% de la production de pétrole à cause de la Russie, puisque même si ce pétrole fuit un peu partout, il est quand même toujours un peu coûteux. Mais c'est vrai que c'est la deuxième fois depuis le début de la guerre en Ukraine que l'Arabie Saoudite notamment, mais les pays de l'OPEP+, décident d'annoncer des coupes et donc de mécaniquement avoir un effet sur le prix du baril. Et donc là, il y a eu cette annonce au début de l'été, puis il y a cette nouvelle annonce. Donc c'est 1,3 million de barils qui manquent à l'appel, donc c'est beaucoup. Et puis il y a une autre réunion de l'OPEP+ en novembre, donc on s'attend à ce qu'ils annoncent qu'ils vont continuer cette réduction de la production de pétrole pour 2024. Donc je pense pas que on va avoir une détente sur les prix du pétrole visible. Je pense qu'on redescendra autour de 80 dollars, mais c'est à peu près tout sur la fin de l'année. Et donc ça montre qu'on est toujours 10, 15, 20% au-dessus de ce à quoi on était avant la période de tendue de crise, même si la période de crise a été, comme vous le savez, très disruptive. Et on sait que c'est 10% d'augmentation du prix du baril, c'est entre 0,1 et 0,2 points de plus d'inflation et de moins de croissance. Donc en fait, malheureusement, ça veut dire qu'on va certainement avoir d'ici la fin de l'année un reflux de l'inflation énergétique. Et puis, vous savez, un petit peu plus d'inflation alimentaire, etc., de transport, toutes ces inflations qui sont liées à l'inflation énergétique. Et tout ça, dans une période, en effet, on n'a pas beaucoup de croissance, donc c'est pas très bon. Non. ouais, donc l'OPEP+, pilote bien au final le cours du baril. Je ne sais pas s'il le pilote bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a pas une volonté de collaboration. Et c'est très important parce que, comme vous le savez, la COP va se jouer à Dubaï. Et donc, il faut se dire que tous nos dirigeants vont aller à la COP à Dubaï en disant qu'il faut décarboner la croissance, tout ça. Et en même temps, il faut aller supplier les dirigeants de pomper un peu plus de pétrole parce qu'ils auront peur du risque social et du risque à la pompe. Donc, on est dans ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux blocs et ça se joue aussi sur les métaux critiques. Nous, on a écrit une note là-dessus en juillet où on parlait notamment de ce cartel qui va certainement s'organiser comme l'OPEP pour les métaux critiques. On est dans un monde où, en effet, les cartels d'offres, et donc sur les matières premières, jouent énormément sur les prix, beaucoup plus d'ailleurs que les signaux de demande, parce qu'on aurait pu se dire, la demande, notamment la demande chinoise, c'est Oui, très déprimée, je pense qu'on va en parler, ça j'allais y jouerait venir. à Ouais. la baisse sur les prix du pétrole, et en fait non, c'est l'offre, 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 et donc ces cartels de pays, et donc c'est de la géopolitique, et donc c'est de la diplomatie économique, et aujourd'hui on est plutôt dans un point bas de la diplomatie économique, vous avez vu les annonces sur les BRICS pendant l'été, etc. Donc il n'y a aucune raison que le pétrole redescende sensiblement. Non, franchement, non. Et donc, nous, c'est un problème pour nous, importateurs nets de pétrole, mais c'est un problème pour de nombreux pays qui ont déjà un risque social assez fort, notamment sur le continent africain, mais aussi dans l'autre partie du Moyen-Orient qui est pas riche en pétrole. Donc, il faut regarder ça. L'Inde, il y a des pays comme ça. Alors, l'Inde a accès au pétrole russe, mais c'est vrai qu'il va falloir regarder un petit peu le risque que ça va poser. Hein. Si on est plutôt autour de 90 dollars et pas autour de 60 dollars ou de 70 dollars comme on avait l'habitude. Ouais. Et je ne sais pas si la question a du sens, puisque, encore une fois, il y a comme un pilotage, une raréfaction de l'offre du point de vue du pétrole au travers du cartel. Mais d'un point de vue fondamental, quel est le bon prix du pétrole? Je ne sais pas si c'est le bon cours quand on a de Ça dépend de l'offre. la demande, mais aujourd'hui, vu qu'on est plutôt dans une décélération de demande au niveau mondial, la Chine, l'Europe et les États-Unis qui tiennent en termes de croissance, mais c'est quand même une forte décélération, on serait plutôt autour de entre 60 et 70 dollars le baril. Donc là, nous, dans nos modèles, qu'on soit à 90, c'est entièrement une histoire de raréfaction de l'offre. Donc on s'attend à ce qu'il y ait quelques pays qui mettent un petit peu de stock dans le marché, notamment des sorties de stock américaines ou des sorties de stock chinoises. Et c'est vrai que là, il y a un petit peu
cette spéculation sur la raréfaction qui est due à une motivation. Donc c'est la faute de l'OPEP si on est à $90 le baril. Voilà. C'est aujourd'hui entièrement la faute de l'OPEP si on a $90 le baril, et ça a un coût sur les marges des entreprises et sur le pouvoir d'achat des ménages. Oui. Bon, ben justement, le pendant, c'est ça, il y a l'inflation, mais après il y a l'aspect conjoncturel. Aujourd'hui dans le monde, qui décélère le plus ? Qui freine le plus en termes d'activité? Parce qu'il y a les baromètres des chefs d'entreprise et puis il y a les données statistiques en dur. Globalement, la France a eu un bon chiffre de croissance au deuxième trimestre. Les États-Unis tiennent bien. On est sur un peu plus de 2% de croissance à la fois au deuxième trimestre et en prévision sur le troisième aussi. Qui freine le plus? Là où on s'inquiète le plus, c'est pour qui? Et la Chine? C'est l'Europe, malheureusement, parce que le moteur allemand est un peu à l'arrêt. Je crois que la Chine, moi, ça m'inquiète dans le sens où ils ont une crise un peu comme l'Espagne après 2009, la crise immobilière. C'est-à-dire qu'ils ont cette dépression, la fonction d'épargne des ménages a disparu, et donc ils ont une crise immobilière avec des effets qui durent dans le temps. Mais je pense qu'on sous-estime le fait que la Chine est prête à remettre de la subvention. Et donc des mesures budgétaires et peut-être un peu de mesures monétaires. Ils ont été échaudés par la création de cette bulle sur l'immobilier, mais ils peuvent tout à fait remettre un petit peu de crédit sur le secteur manufacturier, ils peuvent remettre de la subvention sur la consommation des ménages. Donc c'est vrai que tout le monde commence à parler de déflation en Chine, etc. Je pense que c'est un peu jeter trop vite l'opprobre sur un pays qui est quand même très fort pour gérer alors sa trajectoire de croissance et sa cible de croissance, mais qui sait très bien aussi qu'il y a un risque social fort. Donc ils iront jamais vers une décélération très forte. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on est dans un cycle chinois plus dur. C'est-à-dire que on peut pas croître avec une bulle immobilière, on peut pas croître avec juste de la consommation des ménages parce qu'il n'y a pas de protection sociale, et donc il faut faire de la dentelle de politique publique, et c'est plus dur quand vous êtes un pays avec des régions et des villes-États qui sont très puissantes et qui essaient, elles, toutes, de tirer la couverture à elles. Donc ça, c'est un peu le cas de la Chine. Moi, je suis plus inquiet pour l'Europe. Alors, justement, je vous coupe, mais l'Europe, ce qu'il y a de dingue, c'est comme la zone du monde qui croît le moins vite, dont la croissance est la plus atone, et c'est elle qui morfle le plus, avec notamment ce baril qui augmente. Oui, alors c'est des années de croissance sur l'exportation. On est fasciné par la croissance par l'export. C'est d'ailleurs le parallèle qu'on peut faire avec la Chine et l'Allemagne et la zone euro de manière générale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là, il s'essouffle dès qu'il y a une moindre consommation mondiale. Je pense que l'Europe, de toute façon, il y a un peu plus d'un an, on a une guerre à 2 heures de l'Europe. On ne peut pas se dire que ça n'aura pas d'effet sur la croissance et sur les perspectives de croissance. Qui va tomber en récession? Essayer de l'éviter. Qui va tomber en récession, Ludovic? L'Allemagne y est. Qui va tomber en récession? Moi, je pense que l'Allemagne y est. Je pense que l'Italie, la croissance italienne est principalement portée par, là aussi, une bulle immobilière, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide à l'immobilier et maintenant un peu le tourisme. Mais je suis très inquiet de l'Italie, parce que c'est un pays très manufacturier. La Hollande sera très marquée par un ralentissement du commerce mondial. Et après, il y a des pays un peu qui sont dans pas beaucoup de croissance, mais qui tiennent, comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugal et comme l'Irlande, qui va très bien, mais pour d'autres raisons. Donc, c'est un moment, c'est pas un moment grave pour la zone euro, mais c'est sûr que c'est un moment un peu plus compliqué que pour les autres, parce qu'on a plus d'inflation encore et que moins les de États-Unis. Croissance. Et moins de croissance, et puis sur des perspectives compliquées sur la gestion budgétaire, parce que les Américains, ils mettent plein d'argent dans les tuyaux. Il faut expliquer, vous avez raison, les Américains, ils sont quoi? Ils sont à 7% de déficit public, là où nous, en 2024, en moyenne, en zone euro, on sera à 2,4. Exactement, et puis ils ont ils ont prolongé leur discussion sur le debt ceiling. Ils ont cette année électorale. Donc, il ne va rien se passer là-dessus. Il y a beaucoup de peur sur le fait que tout le monde appelle à une forme d'orthodoxie budgétaire, mais je ne pense pas que ça arrivera en année électorale. Et donc, du coup, l'Europe, elle, scie un peu la branche sur laquelle elle est assise, parce qu'elle veut réduire son train de vie public, parce que c'est ça qui a permis d'éviter la récession. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosse récession en 2022 et début 2023, même si on a eu des petits points de récession, parce qu'on a mis beaucoup d'argent public. Ouais. C'est la seule raison. On a évité la récession par l'argent public. Et maintenant qu'on enlève l'argent public, on le retrouve dans le déficit. On n'a pas enlevé le problème qu'on n'a pas d'approvisionnement énergétique de substitution, et on n'a pas enlevé le problème qu'on était après une reprise, un ralentissement de la croissance, après la réouverture Covid. Ludovic, une fois qu'on a dit ça, Ludovic, il se passe quoi le 14 septembre pour la BCE ? Quand elle voit ça, parce qu'elle voit ce qu'on voit nous aussi, à savoir un gros freinage de l'activité en zone euro, une inflation
qui se maintient, voire qui remonte un petit peu, un pétrole à $90, elle fait quoi? Parce que les marchés ne croient plus tellement à une hausse des taux. Ouais, c'est assez incroyable parce que moi, je pense qu'ils vont quand même monter les taux, mais on s'en fout en fait, que ce soit qu'elle fasse une dernière hausse de taux ou pas. Le vrai sujet, c'est que maintenant, les messages qui sont passés, c'est elle a fait ce qu'il fallait. Elle a contribué à peu près à faire baisser de moitié l'inflation, et donc maintenant, on est bon. On est à 5,3% en août, même niveau qu'en juillet. Exactement. Le problème, c'est qu'on a toujours 2 points d'inflation de plus que les Américains. On a 1,5 point de taux de moins, et qu'on a beaucoup plus d'incertitudes qu'eux sur l'inflation de l'offre. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous ces messages aujourd'hui, et moi je le comprends, c'est sûr que la BCE, ça sert à rien de monter les taux pendant une récession, et que clairement, c'est pas ça qui va faire baisser les prix à la pompe, c'est les Saoudiens ou les Russes qui décident. Mais le problème, c'est cet écart transatlantique. C'est-à-dire que les taux réels en zone euro vont être très déprimés par rapport aux taux réels aux États-Unis. Alors moi, je suis très inquiet du coût que ça peut être sur l'attractivité de manière générale de l'Europe, parce qu'on aura peut-être une récession stagflationniste. En fait, on tutoiera encore pendant au moins 2-3 trimestres cette idée on n'aura pas beaucoup de croissance et encore un peu beaucoup d'inflation. Alors, c'est sûr que l'inflation va baisser si on n'a pas beaucoup de croissance. Donc, c'est juste une question, mais on va avoir 6-9 mois très compliqués. Et encore une fois, avec des États-Unis un peu en mode purgatoire avec les élections, où les gens vont se dire, attendez, est-ce que l'Europe a fait le job? Est-ce que la BCE est crédible? Est-ce qu'en fait, eux, ils n'ont toujours pas trop d'inflation alors que les Américains ont fait le job parce qu'ils n'ont pas monté assez les taux? On sera où en termes d'inflation dans un an en zone euro? On est où? Moi, je pense qu'on revient à 2,5 assez vite, en fait. Surtout si on n'a pas de croissance. Il n'y a pas de raison qu'on ait 5% On est à 5,3% quand même aujourd'hui. Ouais, mais 2,5, ça paraît loin. Ouais, mais d'ici 15 mois, je pense que 2,5, c'est tout à fait faisable. Les effets induits sur l'inflation alimentaire sont en train d'arrêter. Sur l'inflation des transports, c'est déjà derrière. Il y a les boucles prix-salaire. Alors, tout le monde s'inquiète des hausses de salaire en Allemagne, où on parle des pilotes de la Lufthansa, 18%. On a dans les transports toujours ces sujets, parce que c'est quand même très syndiqué. Bon, c'est un sujet, mais les boîtes ont encore pas mal elles ont épongé une partie des profits, elles vont pas continuer à faire des hausses de salaire infinies, puisque maintenant, c'est ça l'effet tenaille sur les marges des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles vont pas pouvoir faire des hausses de salaire mirobolantes, surtout 2024. Donc, moi, j'avoue que je suis plutôt assez rassuré sur le fait que ça va baisser. Le sujet, c'est qu'en effet, dès qu'on va avoir beaucoup plus de volatilité, et que dès qu'on a une banque centrale qui nous dit, nous, on est dépendant des données, donc on fait du tâtonnement, ça va ressembler à rien du tout, les politiques de hausse de taux. Si on s'arrête, puis qu'on reprend, et puis alors non, on s'arrête de nouveau, ça donne au marché extrêmement peu de visibilité. Et ce tâtonnement des banques centrales, vous le qualifiez de quoi? Je trouve que c'est nul, moi. Moi, je pense qu'on oublie que si on tâtonne comme ça crée énormément de volatilité sur les marchés. Mais c'est un choix. Après, moi, je ne trouve pas ça bien parce que je pense que ça ne donne pas au marché leur rôle de rééquilibrage de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes incitations des marchés vers l'économie réelle, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année, des marchés qui vont hyper bien, notamment des marchés actions alors que l'économie réelle est au tapis. Et ça, c'est dû en partie à cette politique de tâtonnement, cette dépendance aux données. Et donc, moi, je suis un peu inquiet de ça parce que je trouve que ça va créer beaucoup trop de volatilité. Mais c'est un choix qui est fait. Christine Lagarde le disait encore lors d'un discours il y a 2 jours, on ne peut plus prévoir l'inflation comme on le faisait avant. Et donc, du coup, on prend les données à date et on décide dans la semaine qui suit du call de politique monétaire. Ça, c'est assez nouveau. Il n'y a plus du tout de visibilité sur les... La forward guidance est enterrée. La forward guidance, voilà. Et ça, ça change complètement la dynamique. Les positions de marché, c'est pareil. Quand vous êtes investisseur aujourd'hui, vous ne prenez plus vraiment le call de la BCE. C'est pour ça que je disais les 25 points de base, on s'en fout un peu. Ce qui va compter maintenant, ça va être à combien de temps la BCE va garder les taux. Et justement, c'était ma question. Combien de temps elle va les garder? Fait des BCE, moi, je d'ailleurs. pense que s'il y a une récession, donc s'il y a moins de croissance, elle ne pourra pas les garder plus de 2 trimestres. Donc moi, je pense que Il nous dit, juste Ludovic, le gouverneur de la Banque de France nous dit, nous sommes encore loin du moment où nous pourrions envisager de les baisser. Et ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Loin quand vous êtes dépendant des données. Voilà, tout est là. C'est-à-dire que pour moi, 6 mois, c'est déjà loin. Dans l'histoire des hausses de taux, on a très peu souvent, surtout en zone euro, eu 6 mois à des taux terminaux qui sont très récessifs et qui sont 1,5 point au-dessus du taux auquel les banques centrales devraient être. Donc pour moi, c'est très loin 6 mois à ces niveaux-là de taux. Et peut-être qu'en effet, pour d'autres,
c'est 1 an. Et donc, c'est la question. Et donc, les marchés aujourd'hui sont positionnés, comme vous le disiez, pas de hausse de taux pour le 14 septembre, mais sont positionnés avec un pivot, donc une coupe des taux, plutôt au deuxième trimestre 2024, qui est plutôt la mienne. Mais il y a pas mal de gens qui commencent à se poser la question de et si c'était plutôt septembre, voire décembre? C'est-à-dire, est-ce que la BCE pourrait garder ses taux à ces niveaux-là toute l'année 2024? Moi, j'ai du mal à y croire parce que je ne sais pas à quoi ressemble une économie où on garde les taux à ce niveau-là alors qu'on n'a pas beaucoup de croissance. Voilà. Mais vous avez raison, c'est ça maintenant qui compte. C'est plus le call BCE à une semaine, 3 semaines, 1 mois. Parce que ça, pour le coup, comme ils décident un peu au dernier moment, selon leur dogme de data dependency, ça ne veut plus rien dire. Et ce qui compte maintenant, c'est en effet ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur la courbe des taux, qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que les taux longs rattrapent un petit peu ce que les taux BCE indiquent. Et donc, il y a eu ce qui s'est passé sur ce sell-off de l'obligataire à l'été. Et moi, je pense qu'on a une année 2023 qui va pas être très jolie sur l'obligataire de manière générale parce qu'on n'a pas fini d'avoir cette récupération des taux 10 ans souverains notamment qui vont aller matcher petit à petit les attentes que la BCE va rester à ces niveaux-là pendant plus longtemps. Et ça, voilà, ça a des coûts pour l'épargnant, ça a des coûts pour les investisseurs et ça a des coûts bien sûr sur le fonctionnement des marchés, quoi. Parce qu'il y a des questions de volume de marché qui sont pas très bons aujourd'hui sur les émetteurs. Pas beaucoup de gens qui veulent les mettre en zone euro. Ludovic, avant de se quitter, juste la position de la Fed, elle est plus confortable que celle de la BCE? Ils avaient une inflation qui était presque entièrement due à la demande. Donc en fait, eux, c'était vraiment le livre de macroéconomie. Il y avait trop de demandes, ils ont mis plein d'argent pendant Covid. Ils ont continué d'en mettre après parce qu'il y a un président démocrate qui s'est dit qu'il allait faire la politique industrielle et de la course aux subventions. Du coup, ils ont cette croissance nominale énorme. Eux, ils ont monté les taux un peu plus tôt et un peu plus haut. Surtout, pour le coup, ça a plutôt réduit de 2/3 l'inflation. Alors que nous, même si la BCE a monté les taux très haut pour la BCE, bien moins haut que la Fed, ça ne joue pas sur l'inflation de l'offre. Et donc pour les États-Unis, oui, ils sont dans un monde où eux, ils vont pouvoir couper les taux en 2024 de 150 points de base sans problème. Sans problème. Et donc ils peuvent peut-être éviter un moment de récession. Moi, je suis quand même très inquiet sur la croissance américaine. On voit ce qui se passe sur le consommateur, le marché de l'emploi. Je ne pense pas, en année électorale, encore une fois, qu'on ait une croissance mirobolante sur l'année 2024. Mais c'est vrai qu'ils évitent les craintes, je dirais, de la part des acteurs de marché, comme nous, on pourrait les avoir en zone euro, parce qu'on a encore un reliquat d'inflation qui grignote les investissements et qui donc est moins favorable pour les investisseurs, notamment étrangers, dans la zone euro. C'est toujours plus compliqué en zone euro. On est nombreux à se mettre d'accord. Autour de la table. On a des dynamiques très différentes. On part de points. On a eu 2 méga crises, 2 très grosses crises, alors que les Américains n'en ont eu qu'une. On a très bien géré. On n'a pas eu de choc de liquidité comme les Américains ont eu sur les banques. On a des tonnes de choses qu'on fait bien, mais eux ont pour eux une unité économique et monétaire qui joue à la reprise. Que nous, on a du mal à trouver. On n'a pas de complémentarité pour que la reprise se fasse en bonne entente entre les Allemands, les Français et les Italiens. Vous voyez combien on est à se tirer la bourre sur l'industriel vert, sur la technologie, sur l'IA, sur le commerce, subvention, pas subvention. On en est encore là. Et c'est normal, on est en concurrence très forte, puisque nos marchés domestiques, eux, sont aussi en concurrence sur l'emploi. Les États-Unis voient ça de façon très différente. Et ça les arrange bien. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Ludovic, salut. Merci, au revoir.